un milliardaire puissant et une mendiante enceinte laide et oubliée. Quand il a décidé de l'aider, tout le monde l'a traité de fou et d'insensé. Personne n'imaginait l'impact de ce choix improbable et audacieux. 10 ans plus tard, le monde est resté silencieux face à la vérité. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Continuons. La pluie fouettait les vitres blindées de la Mercedes, tandis qu'Antoine Dubois observait les rues désertes du centre de Paris. À 45 ans, propriétaire de l'une des plus grandes fortunes du pays, il revenait d'un autre événement caritatif où sa présence était plus valorisée que ses paroles. Le chauffeur, Pierre, gardait les yeux rivés sur la route tandis que les gouttes d'eau dansaient sur le pare-brise, créant des ombres qui rappelaient les larmes qu'Antoine n'avait pas versées depuis si longtemps. L'intérieur luxueux de la voiture ne parvenait pas à étouffer le son des tonnerres qui résonnaient dans la ville. Antoine ajusta sa cravate Armani, un geste automatique devenu un tic nerveux au cours des 2 dernières décennies de son ascension fulgurante dans le monde des affaires. Ses pensées errèrent vers la dernière conversation qu'il avait eue avec sa mère, Madame Hélène, avant qu'elle ne parte pour un long voyage. « Mon fils, toute cette richesse ne comblera pas le vide que tu portes, » avait-elle dit, avec ce regard qui semblait toujours voir au-delà des apparences. Antoine soupira, chassant le souvenir. Sa mère avait toujours eu le don de toucher des blessures qu'il préférait ignorer. La voiture ralentit en entrant dans le quartier du Marais, où son manoir de 3000 mètres carrés l'attendait, vide comme toujours. C'est alors que ses yeux captèrent une scène qui semblait déplacée dans ce décor d'opulence. Une femme enceinte, trempée, essayait de se protéger sous une marquise étroite. « Pierre, arrête la voiture !» ordonna-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'avait prévu. Le chauffeur hésita. « Monsieur, avec tout le respect, ce n'est pas sûr. »« Arrête la voiture, Pierre !» répéta Antoine, cette fois avec l'autorité qui avait bâti sa fortune. La femme ne semblait pas avoir plus de 30 ans, mais son visage portait le poids d'une vie entière de lutte. Ses vêtements, bien que simples et mouillés, montraient un soin qui contrastait avec sa situation actuelle. Lorsqu'Antoine baissa la vitre de la voiture, leurs regards se croisèrent et quelque chose d'inexplicable se produisit. « Avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-il, surpris par la douceur de sa propre voix. La femme, qui se présenterait plus tard comme Camille Laurent, serra instinctivement son ventre proéminent. « Je vais bien, merci », répondit-elle avec une dignité qui ne correspondait pas à ses circonstances. Un nouveau coup de tonnerre déchira le ciel, la faisant frémir. Antoine remarqua qu'elle tremblait, non seulement de froid, mais de quelque chose de plus profond, de la peur peut-être, ou de l'épuisement. « S'il vous plaît, insista Antoine, laissez-moi vous aider. Vous ne pouvez pas rester ici sous cette tempête. » Camille hésita, ses yeux révélant une bataille intérieure entre fierté et nécessité. « Je ne vous connais pas, » argumenta-t-elle, sa voix presque noyée par le bruit de la pluie. « Je suis Antoine Dubois, » se présenta-t-il, sachant que son nom ne signifierait probablement rien pour elle, et pour une raison quelconque cela lui plut. « Je vous promets que vous serez en sécurité. J'ai une maison tout près, avec des chambres d'amis et une équipe qui peut vous aider. » Un nouvel éclair illumina le ciel, et Camille porta la main à son ventre, son visage se tordant de douleur. C'est ce moment de vulnérabilité qui l'a fait céder. « D'accord », acquiesça-t-elle enfin, faisant un pas hésitant vers la voiture. Pierre sortit rapidement pour lui ouvrir la porte, la protégeant avec un parapluie. Lorsque Camille monta dans le véhicule, Antoine remarqua les marques sur ses poignets, des cicatrices anciennes qui racontaient une histoire qu'il n'était pas encore prêt à entendre. Le silence dans la voiture était épais, rempli uniquement par le bruit de la pluie et des coups de tonnerre occasionnels. Antoine observait Camille du coin de l'œil, remarquant comment elle gardait ses mains protectrices sur son ventre, comme si elle essayait de défendre son enfant à naître du monde. « Combien de temps ?» demanda-t-il, essayant de briser la glace. « 8 mois, » répondit-elle, sa voix basse mais ferme. « C'est une fille. » Antoine hocha la tête, ressentant une émotion inexplicable en pensant à la nouvelle vie qui allait bientôt venir au monde. Alors que la voiture traversait les portes imposantes de son manoir, il ne pouvait pas imaginer comment cette nuit allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de tant d'autres personnes. La pluie continuait de tomber, mais elle semblait maintenant plus douce, comme si la nature voulait elle aussi accueillir Camille. Lorsque les lumières du manoir s'allumèrent automatiquement, éclairant le chemin jusqu'à l'entrée principale,
Antoine eut l'étrange sensation que sa maison, pour la première fois depuis longtemps, ne semblait plus si vide. Le manoir des Dubois était un monument à l'opulence, avec ses 3 étages d'architecture contemporaine et ses finitions en marbre italien. Lorsque Camille franchit les doubles portes en chêne massif, encore trempées par la pluie, elle eut l'impression d'entrer dans un autre univers. Le hall d'entrée, avec son double plafond et son lustre en cristal, semblait plus grand que tout l'appartement où elle avait vécu auparavant. Jeanne, la gouvernante, apparut immédiatement, son visage un masque de professionnalisme qui dissimulait à peine la surprise et la désapprobation. « Monsieur Dubois, nous ne vous attendions pas si tôt, » dit-elle, ses yeux évaluant Camille de la tête aux pieds. « Jeanne, préparez la chambre d'amis de l'aile est, s'il vous plaît, » ordonna Antoine, « et apportez des vêtements secs pour madame. » Il hésita, réalisant qu'il ne connaissait pas encore le nom complet de son invité. « Camille Laurent, » compléta-t-elle, sa voix tremblant légèrement, soit à cause du froid des vêtements mouillés, soit à cause de l'intimidation du lieu. « Monsieur, » commença Jeanne son ton prudent, « les seuls vêtements féminins que nous avons sont… » Elle s'arrêta, visiblement mal à l'aise de mentionner l'ancienne maîtresse de maison. « Utilisez ce qui est nécessaire. Jeanne !» coupa Antoine sèchement, une note de finalité dans sa voix qui ne laissait place à aucune discussion. Camille observait l'interaction avec un malaise croissant. Ses bras enveloppèrent instinctivement son ventre proéminent, comme si elle voulait protéger sa fille, non seulement du froid, mais aussi des regards juges qui la suivaient. « Par ici, madame », indiqua Jeanne, conduisant Camille à travers le couloir principal. Ses pas mouillés laissèrent des traces sur le sol en marbre impeccable, provoquant un autre regard réprobateur de la gouvernante. En montant les escaliers, Camille ne put s'empêcher de remarquer les tableaux au mur, des œuvres d'art qu'elle reconnut immédiatement. Klimt, Monet, Portinari. Dans une autre vie, elle aurait pu passer des heures à admirer chaque coup de pinceau. Maintenant, il semblait être de cruels rappels de tout ce qu'elle avait perdu. La chambre d'amis était plus grande que n'importe quel endroit où Camille avait déjà dormi. Le lit king-size à baldaquin, les meubles design signés et la vue panoramique sur la ville formaient un ensemble surréaliste pour quelqu'un qui, quelques heures auparavant, s'abritait de la pluie sous une marquise. « La salle de bain est derrière cette porte », expliqua Jeanne, gardant toujours une distance professionnelle. « Je vais vous apporter des vêtements et des serviettes propres. Il y a un interphone à côté du lit, si vous avez besoin de quelque chose. » Dès que Jeanne fut partie, Camille se laissa tomber au bord du lit, ses mains tremblantes tandis qu'elle essayait de digérer le changement dramatique de sa situation. Le bébé bougea comme s'il ressentait l'anxiété de sa mère, et elle caressa doucement son ventre. « Tout ira bien, mon amour », murmura-t-elle, espérant croire à ses propres mots. À l'étage inférieur, Antoine affrontait ses propres démons. Il se servit un verre et se dirigea vers son bureau, où les murs de verre offraient une vue imprenable sur le jardin battu par la tempête. Son téléphone ne cessait de vibrer, des messages de son assistant personnel, des alertes, de nouvelles financières, des rendez-vous interminables qui semblaient de plus en plus vides. « Monsieur », la voix de Jeanne l'interrompit. Elle se tenait sur le seuil du bureau, son visage mêlant inquiétude et désapprobation. « Excusez-moi de m'immiscer, mais avez-vous une idée de ce que vous faites ?» Antoine fit tourner le verre, dans ses mains observant le liquide ambré danser. « En fait, Jeanne, pour la première fois depuis longtemps, je sais exactement ce que je fais. Mais, monsieur, une inconnue, enceinte, dans cette maison ?» Jeanne semblait véritablement troublée. « Que vont penser les gens? Que va dire la presse ?»« Ce qu'ils disent toujours, Jeanne, » répondit Antoine, sa voix chargée d'une amertume qui le surprit lui-même. « Que je suis un excentrique, un fou, un homme qui a perdu le nord après le départ de sa femme, mais vous savez quoi? Peut-être ont-ils raison. Peut-être ai-je vraiment perdu le nord. Et peut-être… » Il marqua une pause, regardant la tempête à travers la fenêtre. « Peut-être que c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Jeanne soupira, reconnaissant la détermination dans la voix de son patron. « Comme vous voulez, monsieur. Juste, faites attention. » Lorsque Jeanne fut partie, Antoine resta dans son bureau, les pensées tourbillonnant comme la tempête dehors. Quelque part au-dessus de lui, une femme enceinte et effrayée essayait de trouver sa place dans un monde qui ne semblait pas lui appartenir. Et d'une certaine manière, cette nuit d'orage, ces deux mondes si distincts avaient collisionné, créant quelque chose qu'aucun d'eux ne parvenait encore à comprendre. Le matin arriva avec une clarté hésitante,
comme si le soleil avait également besoin de temps pour s'habituer au changement dans la demeure du bois. Camille se réveilla désorientée, ses doigts cherchant à tâtons le drap de coton égyptien, comme pour trouver des preuves que la nuit précédente n'avait pas été un rêve. La chambre d'amis, baignée par la lumière douce qui traversait les rideaux de soie, semblait encore plus imposante en plein jour. Elle se leva avec précaution, son corps endolori protestant contre des mois de privation. Dans le miroir de la salle de bain en marbre, elle examina son reflet avec un regard critique. Les cernes profonds et le visage marqué racontaient une histoire qu'elle préférait oublier. Elle enfila le peignoir de soie que Jeanne avait laissé, une pièce qui coûtait certainement plus que tous ses biens réunis. À l'étage inférieur, la demeure bouillonnait d'une énergie contenue. Les employés se déplaçaient discrètement dans les couloirs, échangeant des regards et des chuchotements, lorsqu'ils pensaient que personne ne les observait. Camille pouvait sentir les commentaires silencieux, les théories qui se tissaient autour de sa présence. « Bonjour !» La voix d'Antoine résonna au pied de l'escalier, la faisant sursauter. Il était déjà impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, comme s'il sortait directement d'un magazine de mode. « J'espère que vous avez pu vous reposer. »« Oui, merci », répondit Camille, consciente de son apparence en contraste avec l'élégance de l'environnement. « Peut-être que je devrais partir, j'ai déjà trop abusé de votre hospitalité. » Antoine fronça les sourcils. « Partir où exactement ?» La question resta en suspens dans l'air, lourde comme du plomb. Camille n'avait pas de réponse, elle n'avait nulle part où aller, et ils le savaient tous les deux. « Restez, s'il vous plaît, » continua-t-il, son ton plus doux, « au moins jusqu'à la naissance du bébé. Nous avons une équipe médicale sur place et... » « Pourquoi ?» La question s'échappa des lèvres de Camille avant qu'elle ne puisse la retenir. « Pourquoi faites-vous ça pour moi? Vous ne me connaissez pas. » Antoine ajusta sa cravate, ce geste nerveux que Camille commençait à reconnaître. « Peut-être parce que je suis fatigué de ne connaître que des gens qui veulent quelque chose de moi. » Le moment fut interrompu par l'arrivée d'Étienne Moreau, l'assistant personnel d'Antoine. Son costume était impeccable comme toujours, mais ses traits trahissaient de l'inquiétude. « Antoine, nous devons parler, » dit-il en lançant un regard significatif à Camille. « C'est à propos de la réunion du conseil. Les choses se sont compliquées. » Antoine hocha la tête. « Donne-moi quelques minutes. » Se tournant vers Camille, il ajouta « S'il te plaît, fais comme chez toi. Jeanne va servir le petit déjeuner sur la terrasse. La journée est parfaite pour manger en plein air. » Dès qu'Antoine disparut dans son bureau, Camille put entendre des fragments de la conversation animée. Des mots comme « réputation »,« actionnaire » et « scandale » flottaient dans les couloirs. Elle s'assit à la table de la terrasse, où un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles l'attendait, mais son appétit avait disparu. Jeanne apparut avec une carafe de jus d'orange frais. « Madame doit se nourrir, » dit-elle, son ton professionnel masquant une pointe de véritable inquiétude. « Tiens pour le bébé. » Camille observa la gouvernante avec curiosité. « Vous travaillez ici depuis longtemps. »« 23 ans, » répondit Jeanne, s'autorisant à s'asseoir un instant. « J'ai vu cette maison dans ses meilleurs et ses pires moments. »« Et maintenant ?» demanda Camille à voix basse. « C'est l'un des pires moments. » Jeanne l'étudia un long moment avant de répondre. « Cette maison est restée vide trop longtemps. Pas seulement de gens, mais de vraie vie. Monsieur Antoine, il a construit un empire, mais il a perdu quelque chose en chemin. » Dans le bureau, la discussion montait en intensité. « Tu as une idée de ce que la presse va faire avec ça ?» La voix d'Étienne était tendue. « Une femme enceinte mystérieuse qui apparaît de nulle part chez toi? Les tabloïds vont se régaler. »« Laisse-les parler, » répondit Antoine, sa voix chargée d'une détermination qui le surprit lui-même. « Ce n'est pas si simple, » insista Étienne. « Philippe utilise cela contre vous au conseil. Il dit que vous êtes instable, que vos décisions récentes montrent un manque de jugement. Il veut un vote de confiance. » Le nom de Philippe fit serrer les poings à Antoine. Son ancien associé et maintenant rival avait attendu des années pour une telle opportunité. La mention de son nom ramena à la surface des souvenirs qu'il préférait garder enterrés. Sur la terrasse, Camille observait les jardins impeccables du manoir, se sentant comme une intruse dans un conte de fées à l'envers. Le bébé bougea dans son ventre comme s'il ressentait son inquiétude. Elle caressa doucement son ventre, murmurant des promesses qu'elle ne savait pas si elle pourrait tenir.
Jeanne revint avec plus de toast et de confiture. « Tu sais, dit-elle en arrangeant la table avec une précision militaire, parfois les tempêtes apportent plus que de la destruction. Parfois elles purifient l'air, permettent à quelque chose de nouveau de pousser. » Camille observa les nuages qui planaient encore à l'horizon, vestiges de la tempête de la nuit précédente. Quelque part dans ce manoir, des décisions étaient prises qui affecteraient non seulement son avenir, mais aussi celui de sa fille à naître. Et pour la première fois depuis des mois, elle se permit de ressentir quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Le reste de la matinée se déroula en une série d'appels téléphoniques tendus et de réunions virtuelles dans le bureau d'Antoine. Camille pouvait sentir la tension croissante dans le manoir, comme une corde tendue à son maximum. Les employés se déplaçaient avec une prudence redoublée, et parfois elle captait des fragments de conversations chuchotées qui cessaient dès qu'ils remarquaient sa présence. Ce fut pendant le déjeuner que la première bombe éclata. Camille était dans la bibliothèque, feuilletant distraitement un livre d'art lorsqu'elle entendit le bruit de talons approchant rapidement dans le couloir de marbre. La porte s'ouvrit avec fracas, révélant une femme élégante d'une 50aine d'années, habillée comme si elle sortait d'un magazine de mode. « Alors c'est vrai », déclara la nouvelle venue, ses yeux parcourant Camille de la tête aux pieds. « Antoine a vraiment amené une invitée. » « Hélène », Antoine apparut juste derrière, son visage tendu. « Ce n'était pas comme ça que je prévoyais de faire les présentations. Et comment prévoyais-tu, mon cher ?» Hélène, que Camille découvrirait bientôt être la sœur aînée d'Antoine, avança dans la bibliothèque. Peut-être après que les journaux en aient fait leur chou gras, ou quand Philippe aurait réussi à convaincre le conseil que tu as complètement perdu la raison. Camille essaya de se lever, mais Hélène fit un geste de la main. « S'il vous plaît, restez assise. Dans votre état, vous devriez vous ménager. » Le commentaire était chargé d'une acidité qui fit rougir Camille. « Madame Hélène, » Jeanne intervint depuis la porte, « le déjeuner est servi dans la salle à manger. » « Parfait. » Hélène sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Ainsi, nous pouvons avoir une conversation civilisée en famille. Le déjeuner fut un chef-d'œuvre de tension sociale. Hélène dirigeait la conversation avec l'habileté d'une chef d'orchestre, alternant entre des remarques polies et des allusions acérées. Camille toucha à peine à son assiette, trop consciente des couverts en argent et des porcelaines finement décorées. « Alors Camille, » commença Hélène après une pause calculée, « Antoine a mentionné que vous êtes artiste. »« J'étais, » corrigea doucement Camille. « Je travaillais dans la restauration d'œuvres d'art. » Cela capta l'attention d'Hélène. « Vraiment? Et où avez-vous étudié ?»« À l'école des beaux-arts, » répondit Camille, se sentant soudain plus à l'aise sur un terrain familier. « Je me suis spécialisé dans les techniques de restauration du XIXe siècle. » Antoine observait l'échange avec un intérêt croissant. C'était la première fois qu'il entendait des détails sur le passé professionnel de Camille. Intéressant, Hélène prit une gorgée de vin. Et comment une restauratrice diplômée se retrouve, elle fit un geste vague, dans vos circonstances actuelles? Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille posa soigneusement ses couverts sur son assiette, ses mains tremblant légèrement. « Hélène, » avertit Antoine, sa voix chargée de tension. « Non, c'est bon. » Camille respira profondément. « Il arrive que nous fassions des choix, ou que des choix soient faits pour nous, qui changent complètement notre chemin. » Hélène se pencha légèrement en avant, ses yeux brillants, d'un intérêt sincère pour la première fois. « Quel genre de choix? Ceux qui nous font tout perdre, » répondit Camille, sa voix ferme malgré les larmes qui menacèrent de couler. « Ma carrière? Mon atelier? Ma liberté ?» Antoine remarqua comment Camille toucha inconsciemment ses poignets, où les cicatrices étaient encore visibles. Quelque chose dans son estomac se contracta, en pensant à ce qui avait pu causer ces marques. Le moment fut interrompu par le téléphone d'Antoine. C'était Étienne, à nouveau. « Excusez-moi, » dit-il en se levant. « Je dois répondre. » Dès qu'Antoine fut parti, Hélène tourna toute son attention vers Camille. « Vous n'avez aucune idée dans quoi vous vous embarquez, dit-elle, sa voix maintenant plus douce, presque maternelle. Ce monde n'est pas fait pour des gens comme vous. Et quel monde serait-ce, Madame Hélène? Un monde où chaque mouvement est observé, chaque décision est disséquée, chaque erreur est amplifiée 1000 fois, soupira Hélène. Antoine peut sembler fort, mais il est vulnérable. Depuis que Claire est partie, Hélène,
Jeanne interrompit brusquement depuis la porte. « Monsieur Antoine a besoin de vous dans son bureau, c'est urgent. » Hélène se leva avec grâce, mais avant de partir, elle se pencha près de Camille. « Réfléchissez bien à ce que vous faites, pas seulement pour vous, mais pour cet enfant. » Camille resta assise à la table luxueuse, bien après que tout le monde fut parti, ses mains protectrices sur son ventre. Par la fenêtre, elle pouvait voir le jardin où une petite armée de jardiniers travaillait méthodiquement. Maintenant, chaque plante à sa place désignée, chaque feuille sous contrôle. Parfois, la voix de Jeanne la surprit. Les gens confondent richesse et bonheur. Mais au cours de mes années ici, j'ai appris que les plus grandes demeures peuvent être les prisons les plus solitaires. Camille regarda la gouvernante, voyant pour la première fois au-delà de sa façade professionnelle. « Vous tenez vraiment à lui, n'est-ce pas ?» Jeanne commença à ramasser les assiettes avec une efficacité rodée. « Je tiens à cette maison, à ce qu'elle pourrait être. » Et peut-être. Elle marqua une pause, étudiant Camille avec des yeux expérimentés. « Peut-être que vous êtes exactement ce dont cette maison a besoin. » La semaine qui suivit apporta une routine étrange à la demeure du bois. Camille commença à se familiariser avec les rythmes de la maison, bien qu'elle se sentît toujours comme une intruse dans un monde qui ne lui appartenait pas. Les matinées étaient remplies du bruit des talons dans les couloirs de marbre, des réunions tendues dans le bureau d'Antoine et des regards curieux des employés qui ne s'étaient pas encore habitués à sa présence. Ce fut lors d'une de ces matinées que Camille découvrit l'ancienne salle d'art au 3e étage. La pièce était fermée depuis des années, à en juger par la fine couche de poussière qui recouvrait les toiles vierges et les pinceaux jamais utilisés. Ses doigts lui démangeaient avec une familiarité depuis longtemps oubliée. C'était à elle. La voix de Jeanne surgit de la porte, faisant sursauter Camille. De Claire, l'ex-femme de Monsieur Antoine. Elle rêvait de devenir peintre. Camille observa le chevalet abandonné, les peintures desséchées. Que lui est-il arrivé? Jeanne arrange un bouquet de fleurs fanées avec sa précision habituelle. Elle est partie. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de vivre dans une cage dorée. C'était il y a 5 ans. Avant que Camille ne puisse répondre, des voix élevées résonnèrent depuis l'étage inférieur. Antoine discutait avec quelqu'un dans le hall d'entrée. « Tu ne peux pas simplement débarquer comme ça, Philippe. » La voix d'Antoine portait une colère contenue que Camille ne lui avait jamais entendue auparavant. « Je ne peux pas. C'est drôle parce que, pour autant que je me souvienne, je suis toujours l'actionnaire majoritaire de l'entreprise que nous avons construite ensemble. » La voix de Philippe était douce mais chargée de menaces. Camille et Jeanne échangèrent un regard inquiet avant de descendre l'escalier. Dans le hall, Antoine faisait face à un homme grand et élégant dont le sourire n'atteignait pas ses yeux froids. « Ah, donc les rumeurs sont vraies ?» commenta Philippe en apercevant Camille, ses yeux se fixant sur son ventre proéminent. Antoine Dubois, le bienfaiteur des nécessiteux. « Ne t'avise pas. » Antoine fit un pas en avant, se plaçant entre Philippe et Camille. « M'aviser de quoi? De questionner tes décisions de plus en plus particulières ?» Philippe fit le tour du hall comme un prédateur étudiant sa proie. D'abord, ce projet d'énergie durable qui a failli ruiner l'entreprise. Et maintenant ça? Ce projet était viable et tu le sais, rétorqua Antoine. Mais tu as préféré le saboter pour protéger tes intérêts dans les pétrolières. Philippe rit, un son dépourvu d'humour. Toujours l'idéaliste, n'est-ce pas? Et regarde où cela t'a mené. Les actionnaires sont nerveux, Antoine, très nerveux. Les actionnaires ou toi, Philippe? En ce moment? Tous les deux. Philippe ajusta son costume impeccable. Le conseil se réunira la semaine prochaine. Je vous suggère de bien réfléchir à vos prochaines actions d'ici là. Quand Philippe est parti, le silence qui resta était lourd comme du plomb. Camille sentit le bébé bouger, agité, comme s'il avait également ressenti la tension dans l'air. « Je suis désolé pour ça. » Antoine passa ses mains sur son visage, semblant soudainement épuisé. Philippe a le don de tout transformer en champ de bataille. Ce projet dont il a parlé, Camille commença hésitante, était important pour toi, n'est-ce pas? Antoine la regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'intéresse à cet aspect de sa vie. C'était... serait une façon de transformer l'entreprise en quelque chose de plus qu'une machine à faire de l'argent. Comme Claire le voulait, Jeanne murmura, si bas que Camille l'entendit à peine. Antoine lança un regard perçant à la gouvernante. Oui, comme Claire le voulait. Camille sentit le poids des histoires non racontées, des blessures encore ouvertes qui imprégnaient cette maison.
Sa main trouva inconsciemment le petit pendentif qu'elle portait autour de son cou, la seule chose qu'elle avait réussi à sauver de sa vie précédente. « Tu sais, dit-elle, sa voix prenant de l'assurance, quand je travaillais dans la restauration, j'ai appris qu'il faut parfois enlever des couches et des couches de vieilles peintures pour découvrir la véritable œuvre d'art en dessous. » Antoine l'étudia pendant un long moment. « Et si ce que nous trouvons en dessous n'est pas ce que nous attendions? Alors nous découvrons quelque chose de nouveau sur l'histoire de l'œuvre, répondit-elle, quelque chose qui a toujours été là, attendant simplement d'être révélé. » Jeanne observait l'interaction avec intérêt, remarquant qu'Antoine semblait plus détendu, plus présent qu'il ne l'avait été depuis des années. Le son de la pluie commençant à tomber dehors ramena des souvenirs de la nuit où Camille était arrivée. Comme si la nature voulait rappeler à tous comment de petites tempêtes pouvaient changer le cours de leur vie. « Camille !» appela Antoine alors qu'elle commençait à monter les escaliers. « Cette salle d'art, si tu veux l'utiliser ?» Elle s'arrêta, se retournant pour le regarder. « Tu es sûr ?»« Absolument. » Il sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux. « Il est peut-être temps de ramener un peu de couleur dans cette maison. » Cette nuit-là, tandis que la pluie tombait doucement dehors, Camille entra à nouveau dans la salle d'art. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait une vieille boîte de peinture, l'odeur familière lui apportant des larmes aux yeux. Sur le chevalet, elle posa une toile blanche, se sentant à la fois terrifiée et libérée par son immensité vide. Les jours suivants apportèrent un changement subtil à la demeure des Dubois. Le son des pinceaux glissant sur la toile résonnait dans les couloirs, se mêlant au tintement des tasses de café et au murmure constant des réunions d'affaires. Camille passait des heures dans la salle d'art, perdue dans un monde de couleurs et de textures qu'elle pensait à jamais perdu. Un après-midi particulièrement ensoleillé, Hélène apparut sans prévenir, comme à son habitude. Cette fois, cependant, son regard trahissait plus de curiosité que d'hostilité, en trouvant Camille en train de travailler sur une toile. « Intéressant », commenta Hélène, observant la peinture en cours, une scène urbaine vue à travers des gouttelettes de pluie. « Vous avez de la technique. Où avez-vous appris ?» Camille essuya ses mains sur un chiffon taché de peinture. « Ma mère était restauratrice au musée du Louvre. J'ai grandi parmi les toiles et les pinceaux. »« Était » demanda Hélène, notant le temps du verbe. « Elle a dû arrêter quand elle est tombée malade, » répondit doucement Camille. « J'ai repris son travail au musée ensuite. » Hélène fit le tour de la pièce, ses doigts effleurant légèrement les tubes de peinture. « Et c'est là que vous l'avez rencontré ?» Camille n'eut pas besoin de demander à qui Hélène faisait référence. Oui, Nicolas était un conservateur, invité. Il semblait différent, passionné par l'art, plein d'idéaux. « Les pires le semblent toujours, » murmura Hélène, plus pour elle-même que pour Camille. Claire aussi pensait avoir trouvé un prince charmant quand elle a rencontré Antoine. Le silence qui suivit fut interrompu par Étienne, qui apparut essoufflé à la porte. « Madame Hélène, il s'est passé quelque chose. Monsieur Antoine a besoin de vous immédiatement. » Dans le bureau, Antoine se tenait debout devant son ordinateur portable, le visage pâle. À l'écran, un titre accrocheur annonçait « Empire Dubois en crise. L'héritier accueille une femme enceinte mystérieuse. » Dans la demeure. « Cela a déjà commencé, » soupira Hélène, prenant ses lunettes de lecture. « Philippe n'a pas perdu de temps. »« Ce n'est pas tout, » fit Antoine en tournant l'ordinateur, révélant une série d'emails. « Quelqu'un fuit des informations internes de l'entreprise. Données confidentielles, stratégie d'entreprise, et tu penses que c'était Philippe ?» Antoine passa ses mains dans ses cheveux, un geste de frustration qui devenait de plus en plus fréquent. Il serait le plus grand bénéficiaire, mais ce n'est pas son style. Philippe aime les jeux plus subtils. « Alors nous avons un traître plus proche, » conclut Hélène, sa voix tranchante. « Quelqu'un à l'intérieur du manoir. » Le regard d'Antoine se tourna inévitablement vers la direction de la salle d'art. Hélène le remarqua et secoua la tête. « Ne sois pas ridicule, » le réprimanda-t-elle. « Camille sait à peine utiliser le téléphone que tu lui as offert, encore moins pirater des emails professionnels. »« Comment sais-tu, commença Antoine, surpris par la défense inattendue de sa sœur. « Parce que, contrairement à toi, j'ai fait attention, » répondit Hélène. « Cette fille peut être beaucoup de choses, mais ce n'est pas une opportuniste. Elle regarde les œuvres d'art dans cette maison avec plus de révérence que les bijoux dans ton coffre.
Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Jeanne entra précipitamment. « Monsieur, il y a quelqu'un à la porte. Vous feriez mieux de venir voir. » Dans le hall d'entrée, un homme élégamment vêtu attendait. Son visage avait une familiarité troublante qui fit hésiter Antoine un instant. « Nicolas !» La voix de Camille résonna derrière lui, légèrement tremblante. Elle était descendue en entendant l'agitation, les mains encore tachées de peinture. « Ma chère !» sourit Nicolas, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Tu m'as manqué. » Antoine observa comment Camille recula inconsciemment, d'un pas, ses mains protégeant son ventre. Tout son corps semblait s'être transformé en une corde tendue, prête à se rompre. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Nicolas agita vaguement le journal qu'il tenait, où le titre sur Antoine et son invitée mystérieuse brillait en gros caractères. « Ce n'était pas difficile. Tu as toujours eu un faible pour l'art, n'est-ce pas? Et où une restauratrice ratée trouverait-elle refuge, sinon dans le manoir d'un collectionneur? Sortez !» Antoine fit un pas en avant, sa voix chargée d'une autorité qui fit se redresser tous les occupants de la pièce. « Maintenant, ou quoi ?» Nicolas rit doucement. « Vous allez me chasser? Créer un scandale encore plus grand? Je pense que vous avez déjà assez de problèmes, n'est-ce pas, monsieur Dubois ?» Madame Hélène observait la scène d'un œil aiguisé, son esprit reliant des points invisibles. « Comment saviez-vous exactement que vous trouveriez des problèmes? Ici, monsieur ?» « Martin, compléta Nicolas avec un sourire froid. « Nicolas Martin, et disons que j'ai mes contacts. » Le bruit de verre brisé à l'étage fit sursauter tout le monde. Jeanne courut vérifier, revenant quelques instants plus tard avec la nouvelle qu'une fenêtre avait explosé sous l'effet du vent. Mais Camille n'écoutait plus. Ses yeux étaient rivés sur l'homme qui avait détruit sa vie, le père de son enfant à naître, le cauchemar qu'il avait finalement retrouvé. Et pour la première fois depuis son arrivée au manoir Dubois, elle sentit que le sanctuaire qu'elle avait trouvé était sur le point de s'effondrer. Le silence qui suivit le départ de Nicolas pesait comme du plomb dans le manoir Dubois. Camille s'était réfugiée dans la salle d'art, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir ses pinceaux. La toile sur laquelle elle travaillait, plutôt autrefois vibrante de couleurs, semblait maintenant se moquer d'elle avec sa beauté inachevée. « Il ne vous touchera pas », la voix d'Antoine résonna depuis la porte, ferme et déterminée. « Ni vous, ni le bébé. » Camille continua, de lui tourner le dos, ses épaules tendues. « Vous ne connaissez pas Nicolas, il obtient toujours ce qu'il veut. »« Et que veut-il exactement ?» demanda Madame Hélène, entrant dans la pièce avec son élégance habituelle, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une compassion que Camille n'avait jamais vue auparavant. « Le contrôle », répondit Camille, sa voix se brisant. « Ça a toujours été une question de contrôle. » Enfin, se retournant pour les affronter, Camille leur laissa voir les larmes qu'elle avait tenté de retenir. « Ça a commencé lentement, vous savez. D'abord, c'était des suggestions sur mon travail au musée. Ensuite, des critiques sur mes vêtements, mes amis, jusqu'au jour où... » Sa main toucha inconsciemment une cicatrice à son poignet, une marque qui portait une histoire faisant serrer les poings d'Antoine, empli d'une rage contenue. « Le pire, ce n'était pas les blessures, » continua-t-elle, sa voix prenant de l'assurance à mesure qu'elle parlait. « C'était la façon dont il détruisait tout ce que j'aimais. Mon art, ma confiance, ma liberté. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu as fui, » compléta doucement Madame Hélène. « J'ai essayé, » corrigea Camille. « 3 fois. Les 2 premières, il m'a retrouvé. La dernière fois, j'ai réussi à aller plus loin, mais maintenant, il t'a retrouvé de nouveau, » conclut Antoine, sa voix chargée d'une rage qui le surprit lui-même. Le bruit de pas précipités dans le couloir interrompit la conversation. Étienne apparut, son visage d'ordinaire impassible marqué par l'inquiétude. « Antoine, nous devons parler, » dit-il, lançant un regard significatif à Madame Hélène. « C'est à propos de ces fuites. Nous avons découvert quelque chose. » Madame Hélène se redressa immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ?»« Les emails fuités. Ils ont été envoyés depuis une adresse IP interne. Quelqu'un à l'intérieur du manœuvre collabore avec Philippe. » Antoine sentit son estomac se nouer. L'idée d'une trahison venant de l'intérieur de sa propre maison, surtout maintenant. « Il y a plus, » poursuivit Étienne, hésitant. « Nous avons trouvé un lien entre Philippe et, Nicolas Martin. » Camille pâlit visiblement en entendant le nom de son ancien compagnon. « Comment ça ?»
Apparemment, ils se sont rencontrés il y a quelques mois, juste après que... Étienne consulta ses notes. Juste après que mademoiselle ait disparu du musée. Ce n'était pas une coïncidence, murmura madame Hélène, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit vif. Philippe a toujours su exactement où frapper. Antoine observa Camille, remarquant à quel point elle semblait plus petite, plus fragile, comme si le poids de toutes ces révélations menaçait de l'écraser. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, une étincelle de détermination qu'il reconnut. « Camille » appela-t-il doucement. « Y a-t-il quelque chose que tu ne nous as pas dit ?» Elle hésita, ses doigts jouant nerveusement avec le petit pendentif qu'elle portait toujours autour de son cou. Avant de fuir, j'ai découvert quelque chose, des documents sur l'ordinateur de Nicolas. Il était impliqué dans un trafic. Quel genre de trafic ? Demanda madame Hélène, se penchant en avant. Falsification d'œuvres d'art, répondit Camille, sa voix à peine plus qu'un murmure. Et il utilisait le musée comme façade, et il y avait des noms d'acheteurs, de complices. Philippe était sur la liste, conclut Étienne, son expression sombre. Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit doux de Jeanne, entrant dans la pièce avec un plateau de thé. La gouvernante, qui avait servi la famille Dubois pendant tant d'années, semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Si vous me permettez, dit-elle, en posant le plateau sur une table, à côté, il est peut-être temps de parler de la lettre. »« Quelle lettre ?» demandèrent Antoine et madame Hélène à l'unisson. « Celle que Claire a laissée avant de partir, » répondit Jeanne, ses yeux rencontrant ceux de Camille. Elle avait aussi découvert quelque chose sur Philippe, quelque chose qui l'a poussé à fuir. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. 5 années de questions sans réponse, de nuits blanches à se demander pourquoi sa femme était partie si soudainement, commençaient à prendre une nouvelle perspective. Camille s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin où les ombres de l'après-midi commençaient à s'allonger. Son reflet dans la vitre montrait une femme différente de celle qui était arrivée au manoir par une nuit d'orage. Plus forte, plus déterminée, même si encore effrayée. « Nicolas va revenir, » dit-elle, sa voix ferme, malgré le tremblement, de ses mains. « Et quand il reviendra, compléta Antoine se plaçant à côté d'elle, il découvrira qu'il n'a plus affaire à une femme seule. Il a affaire à nous tous. » Madame Hélène observa son frère et Camille, remarquant comment ils se rapprochaient inconsciemment l'un de l'autre, comme pour puiser de la force. Peut-être, pensa-t-elle, certaines tempêtes apportaient-elles plus que de la destruction. Parfois, elles offrirent la chance de reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort qu'avant. Le matin suivant apporta une énergie différente à la demeure des Dubois. Hélène avait passé la nuit, occupant son ancienne chambre, et le petit déjeuner se transforma en une réunion informelle de stratégie. Jeanne servait du café et des croissants, tandis que les présents discutaient des prochaines étapes. « La lettre de Claire », insista Antoine, ses mains serrant inutilement la tasse de café. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle, Jeanne ?» La gouvernante ajusta son tablier impeccable, un geste qui trahissait son nervosité. « Claire m'a fait promettre. Elle a dit que c'était pour sa propre sécurité, et la vôtre. »« Où est la lettre maintenant ?» demanda Hélène, ses yeux perçants ne manquant aucun détail des réactions de Jeanne. « À l'endroit le plus sûr que j'ai pu trouver, » répondit Jeanne, se dirigeant vers une ancienne vitrine. Avec des mouvements précis, elle retira un tiroir secret, révélant une enveloppe jaunie par le temps. Antoine prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture élégante de Claire apporta une vague de souvenirs qu'il avait tenté de refouler pendant des années. « Cher Antoine, » commença-t-il à lire à voix haute, « quand tu liras ceci, je serai déjà loin. Non par choix, mais par nécessité. Philippe n'est pas celui que tu crois. J'ai découvert quelque chose de terrible sur ses affaires, quelque chose qui va bien au-delà de simples rivalités d'entreprise. » Camille observait la scène avec un mélange de compassion et de reconnaissance. Elle aussi avait laissé une lettre similaire avant de fuir Nicolas, bien que ces mots n'aient jamais atteint leur destinataire. « Elle mentionne un dossier, » continua Antoine, sa voix devenant plus tendue à chaque mot. « Des documents qu'elle a cachés. Jeanne, tu sais quelque chose à ce sujet ?»« Non, » répondit Jeanne, mais ses yeux se tournèrent instinctivement vers la salle d'art au 3e étage. Hélène capta son regard. La salle d'art, Claire y passait des heures avant de partir. Camille sentit un frisson parcourir son échine. « L'étoile, » murmura-t-elle, se levant brusquement. « Venez avec moi. »
Dans l'atelier, Camille examina les toiles abandonnées avec des yeux de restauratrice aguerrie. « Regardez ça !» dit-elle en pointant une toile apparemment vierge. « Il y a des couches ici, quelque chose sous la surface. » Avec une attention professionnelle, elle commença à travailler sur la toile, enlevant délicatement les couches de peinture blanche. Progressivement, des chiffres commencèrent à apparaître, des coordonnées, des dates, des codes. Claire était plus maligne. « Que nous ne le pensions », commenta Madame Hélène, un sourire fier aux lèvres. Elle a transformé son art en un coffre-fort. Le bruit de talons dans le couloir fit se retourner tout le monde. Étienne apparut, accompagné d'une femme élégante que Camille n'avait jamais vue. « Docteur Béatrice », Antoine la salua, surpris. « Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. »« Je suis venu dès que j'ai reçu votre message concernant Camille », répondit la médecin, ses yeux bienveillants évaluant la future mère avec une inquiétude professionnelle. « Et d'après ce qu'Étienne m'a raconté en chemin, je suis arrivé juste à temps. » Camille sentit le bébé bouger comme s'il répondait à la présence de la médecin. Docteur Béatrice s'approcha d'elle avec un sourire doux. « Faisons un check-up complet, » dit-elle doucement. « Le stress n'est bon ni pour vous ni pour le bébé à ce stade de la grossesse. » Pendant que Camille était emmenée pour un examen, Madame Hélène retint le bras de son frère. « Antoine, nous avons besoin d'un plan. Philippe ne va pas attendre longtemps avant de faire son prochain mouvement. Et Nicolas non plus, » ajouta Étienne, consultant sa tablette. « Il a des connexions inquiétantes, des gens qui pourraient... » « Non, » interrompit Antoine fermement. « Nous ne laisserons pas la peur dicter nos actions. Claire nous a laissé les indices dont nous avions besoin. Maintenant, c'est à nous d'agir. » Jeanne, qui observait tout en silence, tout sauta légèrement. « Peut-être que je peux aider. J'ai travaillé pour Philippe avant de venir ici. Je connais ses habitudes, ses faiblesses. » Tous se tournèrent vers la gouvernante, surpris par cette révélation. Madame Hélène fut la première à se ressaisir. « Jeanne, dit-elle, un sourire rusé aux lèvres, je pense que vous venez de devenir notre arme secrète. » Dans la chambre d'amis transformée en cabinet médical improvisé, docteur Béatrice examinait Camille, avec soin professionnel. « Le bébé est fort, assura-t-elle, mais vous devez prendre plus soin de vous. Votre tension est un peu élevée. » Camille hocha la tête, essayant d'ignorer le nœud dans sa gorge. « Docteur, si quelque chose m'arrivait... » « Cela n'arrivera pas, » l'interrompit gentiment la médecin. « Vous êtes entouré de personnes qui se soucient de vous. Et croyez-moi, j'ai déjà vu Antoine Dubois se battre pour ce en quoi il croit. Il n'abandonne pas facilement. » Comme pour confirmer ses paroles, un léger coup à la porte révéla Antoine, son expression un mélange d'inquiétude et de détermination. « Tout va bien ?» demanda-t-il, ses yeux rencontrant ceux de Camille. « Ça va aller, » répondit-elle, se surprenant elle-même par la conviction dans sa voix. Son regard se tourna vers la fenêtre, où le soleil du matin commençait enfin à percer les nuages. Dehors, le jardin de la demeure des Dubois brillait avec la rosée du matin, chaque goutte reflétant un fragment de lumière, comme des milliers de petites promesses d'un nouveau jour. Et pour la première fois depuis que Nicolas était réapparu dans sa vie, Camille se permit de croire que ces promesses pourraient se réaliser. Le bureau d'Antoine s'était transformé en quartier général improvisé. Des papiers recouvraient la table en acajou, des écrans d'ordinateur affichaient des documents numérisés, et l'air était chargé de l'énergie des découvertes importantes. Hélène, toujours élégante, même après des heures penchée sur des documents, leva les yeux d'un vieux dossier. « Regardez ça », appela-t-elle, attirant l'attention de tous. Claire ne faisait pas qu'enquêter sur Philippe. Elle montait un dossier complet contre un réseau de contrefaçons d'art. Camille, qui analysait les notes cachées dans les écrans de Claire, s'approcha avec intérêt. Les codes sur les écrans. Ce sont des enregistrements de transactions. « Exactement », confirma Hélène, passant les documents à Camille. « Et certains de ces numéros correspondent à des œuvres qui sont passées par le musée où vous travaillez. » Antoine observait l'interaction entre sa sœur et Camille avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. En quelques jours, les deux femmes avaient développé un partenariat improbable. Unies par le désir de justice et le besoin de protéger l'avenir qui se développait dans le ventre de Camille. « Nicolas n'était qu'une pièce du puzzle », murmura Camille, ses doigts traçant les numéros sur les pages. « Il se vantait de ses contacts, mais je n'aurais jamais imaginé. » « Que Philippe était le maître d'orchestre derrière tout ça ?» compléta Jeanne,
entrant dans le bureau avec un plateau de thé. Il a toujours été doué pour garder les mains propres, pendant que d'autres faisaient le sale boulot. Étienne, qui était au téléphone dans un coin, raccrocha avec une expression inquiète. « Nous avons un problème. Philippe a convoqué une réunion extraordinaire du conseil pour demain. » Sitôt, Antoine fronça les sourcils. « Il agit plus vite que prévu. » « Ce n'est pas tout, poursuivit Étienne. Nicolas a été vu entrant dans le bureau de Philippe il y a 1 heure. » Camille sentit son cœur s'accélérer, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui la dominait, c'était la détermination. « Il prépare quelque chose. »« Oui, approuva Hélène, mais nous aussi. » Jeanne toussota doucement, attirant l'attention de tous. « Il est peut-être temps d'utiliser mes anciens contacts. La secrétaire de Philippe me doit encore quelques faveurs. »« Jeanne ?» Antoine la regarda avec surprise. « Vous n'avez pas besoin de vous impliquer davantage. » La gouvernante redressa les épaules avec dignité. « Cette maison est ma famille depuis plus de 2 décennies, monsieur Antoine, et la famille se protège. » Un mouvement dans le jardin attira l'attention de Camille. Par la fenêtre du bureau, elle pouvait voir le docteur Béatrice arriver pour une autre visite de suivi. La médecin était devenue une présence constante dans le manoir. Ses visites, apportant non seulement des soins médicaux, mais aussi un sentiment de normalité au milieu du chaos. « Camille ?» La voix douce d'Hélène la ramena au présent. « Vous devez nous dire exactement ce que vous avez trouvé sur l'ordinateur de Nicolas. Chaque détail peut être important. » Camille respira profondément, ses mains protectrices posées sur son ventre. Il y avait un dossier intitulé « Projet Renaissance ». À l'intérieur, j'ai trouvé des photos d'œuvres originales à côté de leurs copies, si parfaites que seul un expert pourrait remarquer la différence. Il y avait aussi des listes d'acheteurs, des dates d'exposition. « Et Claire a découvert la même chose », conclut Antoine, tenant la lettre de son ex-femme. « C'est pourquoi elle s'est enfuie. Elle savait que Philippe n'hésiterait pas à la faire taire. Mais elle a été plus maligne, » sourit Hélène. « Elle a laissé les preuves là où elle savait qu'elles seraient un jour trouvées. Pour quelqu'un qui pourrait les comprendre », ajouta Étienne, regardant significativement Camille. Le son de la sonnette interrompit la conversation. À travers le système de sécurité, ils purent voir le docteur Béatrice attendant à la porte principale. Jeanne se précipita pour l'accueillir, mais quelque chose dans sa posture alerta Camille. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-elle, observant comment la gouvernante parlait avec tension à la médecin via l'interphone. Quelques instants plus tard, Jeanne revint au bureau, son visage pâle. « Nicolas est à l'hôpital. Il a déposé une plainte formelle affirmant que Camille est retenue ici contre son gré. Il exige une évaluation médicale indépendante. » Le silence qui suivit fut rompu par le bruit d'une tasse de thé que Camille renversa. Antoine fut immédiatement à ses côtés, la soutenant. « Il ne te touchera pas, promit-il, sa voix chargée d'une intensité qui fit croire à tous dans la pièce. Aucun d'entre eux ne le fera. »« Non !» acquiesça Camille, sa voix ferme malgré ses mains tremblantes. « Ils ne le feront pas, parce que maintenant, j'ai quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant face à Nicolas. »« Quoi ?» demanda Hélène, bien que ses yeux indiquaient qu'elle connaissait déjà la réponse. « Une famille !» répondit Camille, regardant chaque visage. Dans la pièce, Antoine avec sa force silencieuse, Hélène avec sa ruse protectrice, Jeanne avec sa loyauté inébranlable, Étienne avec son dévouement infatigable, et même le docteur Béatrice, qui à travers la vitre les observait avec une inquiétude maternelle. Le bébé choisit ce moment pour bouger, comme s'il était d'accord avec sa mère. Camille sourit, posant sa main à l'endroit où sa fille avait donné un coup. Et la famille, compléta Jeanne avec un sourire déterminé, se protège. Dehors, des nuages sombres commençaient à se former à nouveau sur Paris, promettant une nouvelle tempête. Mais à l'intérieur de la demeure Dubois, une force bien plus puissante que n'importe quel orage se renforçait. La force de personnes unies, par quelque chose de plus grand que leurs propres histoires individuelles. La salle de réunion du conseil d'administration du groupe Dubois occupait tout le dernier étage du bâtiment corporatif. À travers les fenêtres du sol au plafond, la ville de Paris s'étendait comme un tapis de béton et de verre sous un ciel chargé de nuages sombres. Antoine ajusta sa cravate pour la 10e fois en 5 minutes, ses yeux fixés sur le reflet de la porte dans les fenêtres miroirs. « Ils arrivent », annonça Étienne, vérifiant sa tablette. Philippe a amené 3 avocats. Hélène, qui avait insisté pour accompagner son frère, leva un sourcil parfaitement dessiné.
Seulement 3, il perd la main. Dans le manoir, Camille marchait d'un pas agité dans la salle d'art, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Jeanne l'observait avec une inquiétude maternelle, tandis que le docteur Béatrice surveillait discrètement ses signes. « Vito, votre tension est encore élevée », commenta la médecin en fronçant les sourcils. « Vous devez essayer de vous calmer. »« Comment puis-je me calmer ?» demanda Camille, sa voix tremblant légèrement. Antoine est sur le point d'affronter le conseil, et Nicolas pourrait apparaître à tout moment avec cet ordre du tribunal. « Il ne viendra pas », déclara Jeanne avec une certitude surprenante. « Pas aujourd'hui en tout cas. » Camille et la médecin regardèrent la gouvernante avec curiosité. « Disons simplement, » continua Jeanne avec un petit sourire, « que mes contacts ont assuré qu'il aura une journée très chargée à répondre à quelques questions intéressantes sur certaines transactions financières. » Dans la salle du conseil, les membres commençaient à prendre place. Philippe entra le dernier, son costume italien impeccable contrastant avec l'éclat prédateur dans ses yeux. « Antoine !» salua-t-il avec une fausse cordialité. « Hélène, quelle agréable surprise !»« Philippe !» répondit Hélène avec un sourire aiguisé. « Toujours le même parfum, j'ai toujours trouvé qu'il annonçait votre arrivée un peu trop tôt. » Avant que Philippe ne puisse répondre, le président du conseil ouvrit la réunion. « Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'une question grave. Excusez-moi. » Une voix féminine interrompit depuis la porte. Tous se tournèrent pour voir une femme élégante d'âge moyen entrer dans la salle. Philippe pâlit visiblement. « Claire ?» murmura Antoine, croyant à peine ses yeux. L'ex-femme d'Antoine s'avança vers la table avec la grâce qui l'avait toujours caractérisée. « Je m'excuse pour l'interruption, mais je crois avoir des informations pertinentes pour cette réunion. »« C'est absurde, » se leva brusquement Philippe. « Elle n'a pas l'autorisation d'être ici. »« En fait, » intervint Hélène, glissant un document sur la table, « en tant que détentrice de 5% des actions de l'entreprise, elle a parfaitement le droit d'être présente. » Claire ouvrit son dossier en sortant une série de documents. « Messieurs, du conseil, avant de prendre toute décision aujourd'hui, je crois que vous devriez voir ceci. » Dans le manoir, Camille m'avait enfin réussi à se calmer suffisamment pour s'asseoir et accepter une tasse de thé. Le bébé bougeait de manière agitée, comme s'il sentait la tension dans l'air. « Tu sais, » Jeanne commenta en arrangeant quelques fleurs dans un vase à proximité. « Quand Claire est partie, tout le monde a pensé qu'elle fuyait. Mais maintenant, je comprends qu'elle se préparait simplement à se battre. » Camille regarda la gouvernante avec curiosité. « Tu as gardé contact avec elle tout ce temps ?» Jeanne sourit mystérieusement. « Disons que certaines lettres n'ont pas besoin d'être livrées pour maintenir une connexion vivante. » De retour dans la salle du conseil, le silence était assourdissant, tandis que les membres examinaient les documents présentés par Claire. Philippe s'était affaissé dans sa chaise, son visage masquant une fureur contenue. « Tout cela est fabriqué », tenta-t-il d'argumenter, mais sa voix manquait de conviction. « Comme les œuvres d'art que vous avez vendues », demanda Claire doucement. « Ou comme les documents que vous avez falsifiés pour essayer de destituer Antoine de la présidence. » Antoine observait son ex-femme avec un mélange d'admiration et de compréhension tardive. Toutes ces années, elle n'avait pas simplement fui. Elle était partie pour construire un dossier solide, pour protéger non seulement elle-même, mais tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Les originaux de ces documents, continua Claire, sa voix ferme, ainsi que des preuves bien plus détaillées, sont déjà entre les mains des autorités compétentes. Mais j'ai pensé que le Conseil méritait de savoir exactement quel genre de personne essayait de prendre le contrôle de l'entreprise. Madame Hélène ne put retenir un sourire de satisfaction en voyant Philippe et ses avocats chuchoter furieusement. Son téléphone vibra avec un message de Jeanne. « Nicolas vient d'être convoqué pour fournir des explications. La police a trouvé des incohérences intéressantes dans ses déclarations fiscales. » Le président du conseil toussota, visiblement perturbé. « Compte tenu de ces nouvelles informations, je propose une pause pour... »« Ce ne sera pas nécessaire, » interrompit Philippe en se levant. Son visage était livide de colère. « Je me retire du conseil, volontairement. » Lorsque Philippe quitta la salle, emportant avec lui ses avocats et ses ambitions détruites, Claire se permit enfin de se détendre dans son fauteuil. « Tu aurais pu revenir plus tôt, » murmura Antoine, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Claire sourit tristement. « Parfois, nous devons nous perdre pour trouver le bon chemin de retour. » Dans le manoir, le téléphone de Jeanne sonna.
Après une brève conversation, elle se tourna vers Camille avec un sourire radieux. « C'est terminé, annonça-t-elle. Philippe a démissionné du conseil et Nicolas est sous enquête pour fraude fiscale et falsification d'œuvres d'art. » Camille sentit ses jambes flageoler et le docteur Béatrice la soutint rapidement. Des larmes de soulagement coulèrent sur son visage tandis qu'elle caressait son ventre. « Tu entends, ma petite ?» murmura-t-elle à sa fille. « Nous sommes en sécurité maintenant. Enfin en sécurité. » Dehors, les nuages sombres commençaient à se dissiper, laissant les premiers rayons de soleil traverser le ciel de Paris. Une nouvelle tempête était passée, laissant dans son sillage non pas la destruction, mais la promesse d'un nouveau départ. La demeure du bois semblait différente ce soir-là. Les lumières brillaient plus intensément, les rires résonnaient dans les couloirs, et même les œuvres d'art aux murs semblaient avoir gagné de nouvelles couleurs. Dans le salon principal, un groupe improbable de personnes célébrait non seulement une victoire, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Claire observait la scène avec un sourire serein, ses yeux croisant occasionnellement ceux d'Antoine à travers la pièce. 5 ans de séparation les avaient échangés tous les deux, mais d'une certaine manière, cela les avait rendus plus forts, plus sages. « Alors c'est toi qui as aidé Jeanne à garder contact avec moi tout ce temps ?» demanda Camille, s'asseyant à côté de Claire avec une tasse de tisane à la camomille que le docteur Béatrice avait insisté pour qu'elle prenne. « Jeanne a toujours été plus qu'une gouvernante, » répondit Claire, son regard affectueux se dirigeant vers la dame qui organisait discrètement la table de snack. « Elle est le cœur de cette maison. Je savais que je pouvais lui faire confiance pour garder un œil sur tout, et sur tout le monde. » Madame Hélène les rejoignit, élégante comme toujours dans sa robe de soirée. « Claire a toujours été la plus intelligente d'entre nous, » commenta-t-elle avec un clin d'œil. Pendant que Philippe croyait nous manipuler, elle était 3 pas en avant. « Ce n'était pas facile, » admit Claire, sa voix s'adoucissant. « Partir, tout laisser derrière. Mais parfois nous devons perdre quelque chose pour gagner quelque chose de plus grand. » Camille caressa inconsciemment son ventre proéminent. « Je comprends parfaitement. » De l'autre côté de la pièce, Antoine discutait avec Étienne, qui semblait plus détendu que jamais. L'assistant avait desserré sa cravate et s'était même permis un rare sourire. « Les documents que Claire a rassemblés sont impressionnants, » commenta Étienne, feuilletant un dossier. « Des années d'enquête méticuleuse. Philippe n'a jamais su ce qui l'a frappé. » Antoine hocha la tête, ses yeux se tournant vers l'endroit où Claire, Hélène et Camille discutaient. « Vous savez ce qu'il y a de plus ironique ? Philippe a toujours dit que j'étais faible de faire confiance aux gens, mais ce sont précisément ces connexions qui l'ont vaincu. » En parlant de connexions, Hélène s'approcha, tenant sa tablette. « Je viens de recevoir une nouvelle intéressante. La police a trouvé un entrepôt au nom de Nicolas. Apparemment, il y stockait plusieurs œuvres, disons discutables. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. « Les faux, entre autres choses, » confirma Hélène. « Il coopère avec les autorités en échange d'un accord. Il ne dérangera plus personne pendant un bon moment. » Docteur Béatrice, qui était restée pour surveiller Camille, s'approcha avec son stéthoscope. « Désolé de vous interrompre, mais je dois faire un dernier contrôle avant de partir. » Pendant que la médecin examinait Camille, Claire s'approcha d'Antoine, qui observait la scène avec une expression douce qui n'avait pas paru sur son visage depuis des années. « Elle a ramené la vie dans cette maison, » commenta Claire doucement. « Comme tu l'as fait une fois, » répondit Antoine sans accusation dans sa voix, juste une constatation. Claire sourit, différemment. « J'ai essayé de m'intégrer dans un monde qui n'était pas le mien. » Camille. Elle crée son propre espace ici et dans le processus, elle aide tout le monde à trouver le sien. Jeanne passa devant eux, portant un plateau avec des tasses de café frais. « Le dîner sera servi dans une demi-heure, » annonça-t-elle avec son efficacité habituelle, mais il y avait une lueur spéciale dans ses yeux. « Jeanne, » l'appela Claire, « assieds-toi avec nous un moment. Aujourd'hui, tu n'es pas juste la gouvernante, tu fais partie de la famille. » La dame hésita un instant, mais en voyant les sourires chaleureux autour d'elle, elle se permit de s'asseoir dans un fauteuil à proximité. « Je n'aurais jamais pensé revoir cette maison ainsi, » avoua-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Pleine de vie ?» suggéra Hélène. « Non, » Jeanne corrigea doucement. « Pleine d'amour. » Camille, qui venait de terminer son examen médical avec des résultats positifs, rejoignit le groupe. Le bébé choisit ce moment pour donner un coup particulièrement fort, la faisant rire.
Je crois qu'elle célèbre aussi, commenta Camille. Et sans hésitation, elle prit la main d'Antoine et la posa sur son ventre. Le regard qu'ils échangèrent à ce moment en disait plus que des milliers de mots n'auraient pu exprimer. Claire observa la scène avec un sourire connaisseur. Prenant son sac, elle en sortit une enveloppe et la tendit à Antoine. « Mon cadeau, d'adieu. »« Tu pars » demanda-t-il surpris. « Pour un temps, » confirma-t-elle. « Il y a d'autres cas qui nécessitent de l'attention, d'autres personnes qui ont besoin d'aide pour trouver leur voie. Mais tu reviendras, » affirma Madame Hélène sans poser de questions. Claire regarda autour de la pièce, vers les visages qui étaient devenus sa famille à différents moments de sa vie. « Bien sûr que je reviendrai. J'ai maintenant une nièce à rencontrer. » Le son des rires remplit la pièce, tandis que le groupe s'installait pour le dîner. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Paris, brillant avec une clarté rare dans la ville agitée. C'était comme si l'univers voulait aussi célébrer le début de cette nouvelle phase. Le mois suivant apporta des changements subtils mais significatifs à la demeure du Bois. La salle d'art, autrefois un mémorial silencieux du passé, s'était transformée en un espace vibrant de créativité. Camille passait ses matinées là, travaillant sur une série de toiles qui racontèrent des histoires de transformation et de renaissance. « C'est incroyable comment tu arrives à capturer la lumière », commenta Madame Hélène un matin, observant Camille travailler sur sa dernière œuvre, une représentation de la demeure pendant une tempête, avec des rayons de soleil perçants, les nuages sombres. Camille sourit, essuyant une tache de peinture sur ses mains. C'est plus facile de capturer la lumière quand on a déjà connu l'obscurité. Dans le bureau, Antoine et Étienne revoyaient les derniers détails du projet que Philippe avait tenté de saboter. Le programme d'énergie durable prenait enfin forme, avec le soutien enthousiaste du Conseil. Les premiers panneaux solaires seront installés le mois prochain, informa Étienne, son expression satisfaite. Et les communautés locales s'organisent déjà pour les programmes de formation. Antoine hocha la tête, mais ses pensées étaient clairement ailleurs. Par la fenêtre, il pouvait voir Camille dans le jardin discutant avec Jeanne tout en admirant les nouveaux rosiers qu'elles avaient plantés ensemble. « Tu sais, » commenta Étienne avec un sourire connaisseur, « il y a un moment pour chaque chose. » Jeanne, qui était entrée silencieusement avec un plateau de café, ajouta « Et certains moments sont plus certains que d'autres. » Le soir, pendant le dîner, qui était désormais devenu un événement familial quotidien, Hélène remarqua à quel point son frère semblait nerveux, ajustant constamment sa cravate. « Antoine, chuchota-t-elle lorsqu'elle en eut l'occasion, tu commences à m'inquiéter. » Il essaya de sourire, mais ses mains tremblaient légèrement en atteignant sa poche. Hélène aperçut l'éclat de quelque chose de petit et brillant, et ses yeux s'écarquillèrent de compréhension. Camille, insensible à l'agitation silencieuse, partageait avec Jeanne ses idées pour transformer l'une des pièces inutilisées du manoir en une chambre d'enfant. « Je pensais à un thème de jardin enchanté », expliqua-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. « Avec des fleurs peintes sur les murs et de petites lumières comme des étoiles au plafond. »« C'est une merveilleuse idée », approuva Jeanne, s'échangeant un regard complice avec Hélène. « Peut-être pourrions-nous commencer les préparatifs juste après le week-end. »« Pourquoi attendre jusque-là » demanda Camille, intriguée par le ton mystérieux de la gouvernante. « Parce que, intervint Antoine, sa voix légèrement tremblante, j'ai une surprise prévue pour ce week-end. » Le samedi se leva avec une clarté parfaite, sans aucun signe des tempêtes qui avaient marqué tant de moments importants de leur vie. Antoine avait organisé un petit tour en hélicoptère, quelque chose que Camille avait mentionné en passant avoir toujours rêvé de faire. « C'est sûr ?» demanda-t-elle pour la 10e fois, tandis que le docteur Béatrice, qui par coïncidence était apparu pour une visite, vérifiait une fois de plus ses signes vitaux. « Parfaitement sûr », assura la médecin avec un sourire. « Et très romantique, devrais-je ajouter. » D'en haut, Paris s'étendait comme une carte vivante, ses avenues serpentant entre des gratte-ciel qui brillaient sous le soleil du matin. Camille était émerveillée, ses yeux capturant chaque détail qu'elle comptait transformer en art plus tard. C'est en survolant le jardin du Luxembourg qu'Antoine demanda au pilote de faire un cercle plus large. Camille, absorbée par la vue du parc qui se déployait en dessous comme un joyau vert au cœur de la ville, ne remarqua pas immédiatement quand il prit sa main. « Camille !» Sa voix était douce, presque perdue dans le bruit des rotors, mais chargée d'émotion. « Tu as transformé ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginé possible.
Elle se tourna pour le regarder, son cœur s'accélérant en voyant l'intensité dans ses yeux. « Quand tu es arrivé cette nuit de tempête, je pensais que je n'offrais qu'un abri à quelqu'un dans le besoin. Mais toi, tu as ramené la lumière dans ma vie, la couleur dans ma maison et l'amour dans mon cœur. » Avec des mains tremblantes, il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Camille sentit des larmes monter à ses yeux lorsqu'il l'ouvrit, révélant une délicate bague en saphir. « Je ne te demande pas seulement de rester, » continua-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je te demande de construire quelque chose de nouveau ensemble. Quelque chose basé non pas sur l'obligation ou les circonstances, mais sur le choix et l'amour. » En bas, dans le jardin de la demeure du bois, Hélène, Jeanne et Dr Béatrice attendaient avec impatience, leurs yeux fixés sur le petit point dans le ciel qu'était l'hélicoptère. « Elle a dû déjà voir la bague », commenta Hélène en consultant sa montre. Jeanne sourit, ajustant l'arrangement floral qu'elle avait préparé pour l'occasion. « Certaines histoires commencent avec des tempêtes, dit-elle doucement, mais se terminent avec un ciel parfaitement dégagé. » Le jardin de la demeure du bois était méconnaissable. Des milliers de petites lumières avaient été stratégiquement disposées parmi les fleurs, créant un chemin illuminé qui serpentait entre les rosiers jusqu'à une zone spécialement préparée pour la cérémonie. Jeanne avait supervisé personnellement chaque détail, transformant l'espace en un véritable conte de fées. « C'est parfait », déclara Hélène, ajustant un arrangement de fleurs blanches, exactement comme Camille l'avait rêvé. Dans la suite principale, maintenant transformée en un élégant dressing, Camille était assise devant le miroir tandis que Dr Béatrice effectuait un dernier contrôle de sa tension artérielle. La robe de mariée, un modèle délicat qui épousait doucement son ventre de 8 mois et demi, brillait sous la lumière douce du crépuscule. « Tout va bien pour vous deux ?» demanda la médecin avec un sourire affectueux, rangeant son équipement. « Nous n'avons jamais été mieux », répondit Camille, ses mains caressant son ventre où leur fille bougeait joyeusement. « Je pense qu'elle est aussi impatiente pour la cérémonie. » Claire, qui était revenue spécialement pour l'événement, entra dans la pièce portant une petite boîte ancienne. « J'ai apporté quelque chose pour toi, dit-elle, ses yeux brillants d'une émotion contenue. À l'intérieur de la boîte se trouvait un délicat collier de perles. Il appartenait à la mère d'Antoine, expliqua Claire. Hélène et moi avons convenu qu'il devait appartenir maintenant. Camille sentit les larmes menacées de ruiner son maquillage soigneusement appliqué. « Mais tu ne devrais pas le garder ?» Claire sourit, aidant Camille à mettre le collier. « Certaines traditions doivent être renouvelées, tout comme certaines histoires ont besoin de nouveaux chapitres. » Dans le bureau, Antoine essayait, sans grand succès, d'ajuster sa cravate pour la 10e fois. Étienne observait avec un amusement à peine dissimulé. « Tu sais, » commenta l'assistant, « en toutes ces années, je ne t'ai jamais vu aussi nerveux. Savant une réunion du conseil. »« C'est différent, » répondit Antoine, abandonnant finalement la cravate. « C'est réel. » Une douce frappe à la porte annonça l'arrivée de Jeanne. La gouvernante entra portant une boîte en velours bleu. « J'ai trouvé cela dans l'ancienne chambre de votre mère, » dit-elle, en tendant la boîte à Antoine. À l'intérieur se trouvait une paire de boutons de manchette en or ornés de petites saphirs, les mêmes que son père avait portés lors de son propre mariage. « Jeanne » appela Antoine alors que la gouvernante se tournait pour partir. « Merci. Pas seulement pour cela, mais pour tout. Pour avoir maintenu cette maison vivante toutes ces années, pour avoir pris soin de nous tous. C'est ma famille, » répondit simplement Jeanne, ses yeux brillants de larmes retenues. Et aujourd'hui, elle est enfin complète. Le soleil commençait à se coucher lorsque les premiers invités arrivèrent. C'était une cérémonie intime, uniquement les personnes qui comptaient vraiment. Madame Célène coordonnait tout avec son efficacité caractéristique, tandis que Claire veillait à ce que chaque détail soit parfait. Dans le jardin illuminé, Antoine attendait sous une arche de fleurs blanches. Le juge de paix, un ami de longue date de la famille, souriait sereinement tandis que les derniers invités prenaient place. Une musique douce commença à jouer, et tous les présents se tournèrent vers le début du chemin illuminé. Camille apparut, radieuse dans sa robe blanche, plus belle qu'Antoine n'aurait pu l'imaginer. Madame Hélène l'accompagnait, ayant insisté pour avoir l'honneur de conduire la mariée. Lorsque Camille arriva enfin devant l'autel improvisé,
Antoine réalisa que ses mains tremblaient en tenant les siennes. Le juge commença la cérémonie, mais les mots semblaient lointains, moins importants que la lueur dans les yeux de sa future épouse. « Antoine et Camille, » déclara le juge, sa voix chargée d'émotion, « vous avez choisi de partager vos vies, à un moment qui symbolise non seulement l'union, mais aussi la renaissance. Comme la tempête qui vous a réunis, vous avez prouvé que des épreuves peuvent naître les plus belles histoires d'amour. » Camille sentit sa fille bouger, comme si elle voulait elle aussi participer à ce moment. Antoine, le remarquant, posa doucement sa main sur son ventre, et tous deux sourirent de cette coïncidence parfaite. « Les alliances, s'il vous plaît, » demanda le juge. Jeanne s'avança, portant un petit coussin sur lequel reposaient les alliances, simples et élégantes, comme l'amour qu'elles représentaient. « Avec cette alliance, » commença Antoine, sa voix ferme malgré l'émotion, « je promets non seulement d'être ton mari, mais aussi ton partenaire dans toutes les tempêtes et les jours ensoleillés à venir. » « Avec cette alliance, » répondit Camille, des larmes de bonheur coulant librement sur son visage, « je promets non seulement d'être ton épouse, mais aussi ta compagne dans toutes les toiles blanches que nous peindrons ensemble. » Lorsque le juge les déclara mari et femme, le jardin explosa en applaudissements. Claire fut la première à les embrasser, suivie de Madame Hélène, qui pour la première fois depuis des années permit à tous de voir ses larmes. Ainsi, sous un ciel qui se remplissait d'étoiles, la demeure des Dubois fut témoin non seulement d'un mariage, mais aussi de la conclusion d'un cycle de guérison et de renouveau. Les lumières du jardin brillaient comme des phares d'espoir, rappelant à tous les présents que parfois, il faut une tempête pour nettoyer le ciel et permettre à de nouvelles étoiles de briller. Un an s'était écoulé depuis cette nuit, de tempêtes qui avaient changé tant de vies. Le jardin de la demeure des Dubois était à nouveau en fête, mais cette fois pour célébrer le premier anniversaire de Sophie, la petite princesse qui avait apporté encore plus de lumière à la maison. Les rires de la petite fille résonnaient dans le jardin alors qu'elle essayait de faire ses premiers pas hésitants, toujours sous le regard attentif de Jeanne, qui était devenue une grand-mère poule à tous égards. Sophie avait les yeux expressifs de Camille et le sourire captivant d'Antoine, une combinaison qui faisait fondre même les cœurs les plus durs. Elle montre déjà un talent artistique, commenta Hélène, en observant sa nièce manipuler avec intérêt les crayons, de couleurs spécialement conçues pour les bébés. L'autre jour, je l'ai surprise en train de redessiner l'un des murs du couloir. Camille rit ajustant le grand chapeau de paille qu'elle portait pour se protéger du soleil. Jeanne a failli avoir une crise quand elle a vu ça, mais Antoine a insisté pour garder les gribouillis. Il a dit que c'était la première œuvre d'art de notre artiste. La demeure avait elle aussi subi des transformations au cours de l'année. L'ancienne salle d'art était désormais un atelier vibrant, où Camille ne créait pas seulement ses propres œuvres, mais coordonnait également un programme d'art-thérapie pour les femmes en situation de vulnérabilité. Le projet, né de sa propre expérience, était devenu un phare d'espoir pour beaucoup. « Claire a appelé ce matin », commenta Antoine en s'approchant avec Sophie dans les bras. La petite fille étendit immédiatement ses petites mains vers sa mère. Elle revient la semaine prochaine pour une visite plus longue. « Génial !» sourit Hélène. Sophie manque à sa tante Claire et à ses histoires extraordinaires. Étienne, qui était désormais non seulement assistant mais aussi parrain de Sophie, arriva avec une pile de documents nécessitant l'attention d'Antoine. Mais avant qu'il ne puisse commencer à parler de travail, Jeanne l'interrompit avec son regard caractéristique. « Aujourd'hui non, déclara-t-elle fermement. Aujourd'hui c'est jour de famille. » Le mot « famille » avait pris un nouveau sens dans cette maison. Ce n'était plus seulement une question de lien du sang, mais de choix, de personnes, qui décidaient de rester et de construire quelque chose ensemble, quelles que soient les tempêtes à venir. Camille observait tout avec un sourire serein, son cœur débordant de gratitude. Son regard se porta vers le petit atelier qu'Antoine avait construit dans le jardin, où elle travaillait à sa nouvelle série de peintures, Renaissance, une collection qui racontait des histoires de transformation et d'espoir. « À quoi penses-tu » demanda Antoine doucement, remarquant son regard lointain. « À combien la vie est imprévisible » répondit-elle en caressant les boucles sombres de Sophie qui s'était endormie dans ses bras. « Il y a un an, j'étais perdu dans une tempête, littéralement et figurativement. Et maintenant tu es la tempête » compléta Hélène avec un sourire malicieux. « La force qui a tout changé.
Jeanne s'approcha avec un plateau de limonade fraîche, son visage rayonnant de bonheur. « Les invités arrivent pour la fête », annonça-t-elle. « Et devinez qui vient d'arriver ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, Claire apparut dans le jardin portant un grand paquet coloré. « Surprise !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants de joie. Je ne pouvais pas manquer le premier anniversaire de ma filleule. L'après-midi se déroula dans une célébration parfaite. Sophie, maintenant réveillée et pleine de vie, enchantait tout le monde avec ses premiers pas hésitants et ses sourires contagieux. Le jardin était rempli de rires, de musique et de ce genre de bonheur qui n'existe que lorsque des personnes qui s'aiment vraiment sont réunies. À la tombée de la nuit, lorsque les derniers invités étaient partis et que Sophie dormait paisiblement dans son berceau, Camille et Antoine restèrent dans le jardin, dansant doucement sous les mêmes lumières qui avaient témoigné de leur mariage. « Tu sais, » murmura Camille contre la poitrine d'Antoine, « parfois je me demande encore si tout cela est réel. » Antoine sourit, déposant un léger baiser sur son front. « C'est plus réel que tout ce que nous avons vécu. » Au deuxième étage de la demeure, Jeanne observait le couple à travers la fenêtre tout en rangeant le dernier jouet de Sophie. Madame Hélène, qui passait dans le couloir, s'arrêta à ses côtés. « Tu l'as toujours su, n'est-ce pas ?» demanda Madame Hélène. « Depuis cette première nuit d'orage. » Jeanne sourit, son visage illuminé par la sagesse des années. « Certaines tempêtes ne viennent pas pour détruire, Madame Hélène. Certaines viennent pour dégager le chemin vers quelque chose de bien plus beau. » Dans la chambre de l'enfant, Sophie dormait paisiblement sous un mobile d'étoiles que Camille avait peint à la main. Sur les murs, une fresque racontait l'histoire d'une princesse qui avait trouvé son chemin vers la maison par une nuit d'orage, guidée non pas par un prince charmant, mais par son propre cœur courageux. Ainsi, la demeure du bois continuait son histoire, non plus comme un symbole de richesse et de pouvoir, mais comme un témoignage que le vrai luxe réside dans les liens que nous créons, dans les secondes chances que nous donnons et recevons, et dans l'amour qui transforme les tempêtes en aurore.